Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet pour parler du Sahel. L'AES annonce la création d'une force conjointe contre le terrorisme à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi entre les chefs d'état-major généraux des armées du Burkina, du Mali et du Niger. Cette annonce a été faite. Nous avons mis en place une force conjointe des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, qui sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour relever les défis sécuritaires dans notre zone. C'était une déclaration du général de brigade Moussa Salaou Barmou, le chef d'état-major des forces armées nigériennes. On sait que le Niger, le Burkina et le Mali coopèrent depuis un bon moment déjà, depuis 2023, sur les questions sécuritaires en créant cette alliance des États du Sahel. C'est vrai, la coopération inter-États existait depuis, mais cette coopération s'est renforcée avec l'AES. Et maintenant, on crée finalement une force, disons, entre les trois armées pour lutter contre le terrorisme. Un nouveau pas franchi dans la lutte contre le terrorisme dans ces trois pays. Je voudrais bien commencer par vous, Eric. Le Niger, le Burkina, le Mali, leurs armées vont coopérer ensemble pour lutter contre le terrorisme à travers une force conjointe. Tous les problèmes que ces pays ont aujourd'hui découlent des attaques terroristes et djihadistes. Et il est de bon ton donc que ces différents pays-là harmonisent ou unissent leurs forces pour combattre ce terrorisme-là. Donc je dis, c'est une très bonne chose qu'ils aient l'idée de faire en sorte de mutualiser leurs forces armées, toutes les unités qui pourront combattre le terrorisme sur le terrain. Maintenant, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'organisations autour des forces armées pour aller combattre le terrorisme sur le terrain. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si ces pays-là ont les moyens de leur politique. Est-ce qu'ils peuvent dégager autant de moyens? Puisqu'on a vu le G5 Sahel, le gros problème de cette force-là est qu'il n'y a pas eu de moyens financiers pour pouvoir combattre le terrorisme sur le terrain. On a attendu les Occidentaux pour accompagner le G5 Sahel. Malheureusement, on n'a pas eu ces financements. Même au niveau du continental, il y a des pays qui avaient promis quand même apporter ces moyens financiers-là, mais cela n'a pas suivi. Et donc, je dis, aujourd'hui, quand les gens s'organisent pour aller combattre le terrorisme, le djihadisme dans le Sahel, je dis, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'on trouve les moyens nécessaires pour pouvoir, vous savez, faire la guerre contre ces djihadistes, ces terroristes-là, surtout dans le Sahel, est très délicat. Et donc, si vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous pourrez avoir les armes, vous pourrez avoir les hommes, mais stratégiquement, il faut aussi former ceux qui vont aller combattre ces gens-là sur le terrain. Parce que nous disons toujours, dès le début, nous disons que c'est une guerre asymétrique. Et donc, les gens avec qui vous avez affaire sont dans les populations. Ils sont pas facilement identifiables. Et le temps que vous vous rendez compte qu'ils sont à un point A, ils se retrouvent à un autre point B et ils ont déjà fait des dégâts quelque part. Et donc, c'est qu'il faut véritablement une formation continue des forces qui vont aller combattre ces terroristes-là sur le terrain. L'AES annonce cette création, je dis une très bonne chose, mais cependant, il faut que les moyens suivent, aussi bien financiers qu'humains et stratégiques. Achraf Ourossama, le Burkina, le Mali et le Niger créent une force militaire conjointe pour lutter contre le terrorisme. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi.
Oui, bon, je crois que c'est le prolongement des ambitions nourries par l'AES. Je crois que l'AES évolue aujourd'hui en plusieurs étapes. Après la sortie de l'espace communautaire dénommé la CEDEAO, aujourd'hui c'est la création d'une force. Et je crois qui sait, peut-être après la création d'une monnaie unique dans tous les cas. Et c'est ce qu'on... Oui, mais je crois que ce sont des ambitions de l'AES. Bon, je crois que ce n'est pas une démarche quand même utopiste. Ça, il faut le dire la vérité. Je crois qu'ils ont quand même les moyens de leur politique, même s'il y a eu quand même des antécédents par le passé. On parle par exemple du G5 voilà, du G5 Sahel, voilà, qui n'a pas eu vraiment du succès retentissant. Mais aujourd'hui, ces pays-là ont décidé de mettre en place une force pour combattre le terrorisme. Mais je crois que ce sont des États souverains qui ont compris aujourd'hui la pertinence, disons, des enjeux contemporains. Ils savent très bien que le Sahel est frappé par le terrorisme. On parle d'une guerre asymétrique, mais même si l'ennemi est difficilement identifiable, cela permet également à ces pays-là de repenser le terrorisme. Je crois qu'il faut aujourd'hui repenser le terrorisme pour trouver des moyens de combattre ce phénomène pernicieux-là qui, disons, porte atteinte à la souveraineté des États. Bon, je crois que aujourd'hui le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer cette force-là dans le but de combattre le terrorisme. Mais je crois qu'ils ont quand même les moyens de leur politique. Il suffit tout simplement de voir, oui, on peut me dire qu'on peut être animé d'une volonté manifeste de faire des choses, que cela ne suffit pas. Mais je crois qu'ils sont quand même déterminés quand même à aller au bout. Je crois que la sécurité ne doit jamais faire l'objet de sous-traitance et qu'à un moment donné, il ne faut pas confier notre destin à un pays. Donc, je crois que ces pays-là ont compris aujourd'hui de mettre cette force. Maintenant, la question du financement, il y a actuellement, on n'a pas assez d'informations sur l'opérationnalisation de cette force-là et le budget nécessaire est alloué, disons, à la mise en place de cette force. Donc, je crois que l'opérationnalisation de cette force-là se fera bientôt. On verra quelles sont les étapes, quelle sera la contribution, la part contributive de ces trois pays-là pour la mise en place de cette force. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le terrorisme est un phénomène connu de tous les États. Je crois qu'il ne faut pas avoir une posture fataliste parce qu'on voit un certain nombre de gens qui nous expliquent que la démarche de l'AES n'augure rien de positif, que c'est une aventure hasardeuse, qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et les gens sont quand même assez pessimistes. Oui, ils en ont tout à fait le droit, mais je crois que ce sont des États à un moment donné qui ont compris les enjeux contemporains et qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Je ne dis pas que leur retrait de la CEDEAO me fait plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir parce que je rêve d'une institution sous-régionale forte et unie. Mais il y a eu quand même des incohérences et des malentendus. Ces pays-là ont décidé aujourd'hui de créer l'AES. Ils ont leur politique aujourd'hui, ils ont leur propre vision. Donc, nous verrons dans les prochains jours. J'attends de voir les détails. Je parle de la part contributive de ces trois pays. Quel est le budget nécessaire pour mettre en place? Et quelle est la coordination également sur le terrain? Parce que n'oublions pas que ces trois pays, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi une culture militaire qui n'est pas aussi la même. Et donc, il faut essayer de coordonner et créer peut-être une alchimie capable d'apporter des victoires éclatantes sur le terrain. Dans tous les cas, on le souhaite vivement. Merci beaucoup à vous, Achraf Ourossama. Sylvestre Béni, l'AES dispose, ou du moins c'est annoncé, une force conjointe pour lutter contre le terrorisme. C'est l'annonce faite mercredi par les chefs d'état-major généraux des États membres de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Oui, moi je crois que c'est un message fort à la CEDEAO. C'est un message fort à la CEDEAO parce que à peine donc cette organisation, si vous le permettez, donc a été donc mise en place, qu'ils ont su sortir donc le premier volet sécurité donc de l'organisation. Ce que la CEDEAO n'a pas su faire ou n'a pas pu faire pendant des années. Parce que j'aurais quand même souhaité que lorsque ces États-là ont été attaqués, mais il faudrait quand même qu'il y ait une force de la CEDEAO qui puisse soutenir ces États-là contre donc le terrorisme. Cela n'a pas été le cas. Mais à contrario, et ce qui a surpris donc, et a choqué plus d'un, c'est cette même CEDEAO qui veut donc mettre une force pour aller donc combattre plutôt un membre donc, de leur organisation, c'est-à-dire le Niger.
Au lieu donc de la Côte d'Ivoire à l'époque, ils disaient qu'ils vont envoyer donc un peu plus de 1000 hommes et tout ça, le Bénin et tout. Je crois que si on devait rassembler ces forces-là à lutter contre le terrorisme, on devait le faire depuis, mais ils n'ont pas su le faire. Mais aujourd'hui, ces trois-là qui se retrouvent ont déjà eu l'idée donc de coaliser leurs efforts et donc de lutter contre l'ennemi commun qui est donc le terrorisme. Donc bravo à eux, c'est un message fort à la CEDEAO. Maintenant, en ce qui concerne donc le G5 Sahel, moi je crois que le G5 Sahel était une escroquerie. C'était une escroquerie parce que, en ce sens qu'au même moment où on nous disait qu'il n'y a pas donc de moyens, parce que vous savez, il y avait quand même des pays donc d'Occident et tout ça qui avaient promis donc soutenir le G5 Sahel. Mais à un moment donné, ces fonds n'ont pas été donc mobilisés. Mais lorsqu'il s'est agi donc de l'Ukraine, c'est les mêmes qui disaient qu'ils n'ont pas le moyen pour soutenir le G5 Sahel qui ont trouvé quand même les moyens pour soutenir l'Ukraine. Qui a envoyé donc tout ce que l'Ukraine a besoin contre la Russie, qui a envoyé tout. Voyez-vous? Mais du côté donc d'Israël, ils disaient qu'ils n'ont pas le moyen. C'est pourquoi je disais qu'à l'époque, c'était une escroquerie. Parce qu'au même moment où le Mali était dans le pétrin, ils n'ont pas su mobiliser ses fonds. Mais lorsqu'il s'agissait donc de l'Ukraine, rapidement, ils envoyaient des chars et tout ce qu'on sait aujourd'hui avec l'Ukraine. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que le pourrissement profitait donc à ces forces-là, déstabiliser le Sahel, en fait, donc, de profiter beaucoup plus donc, des minerais. En réalité, c'est cela. Voyez-vous, aujourd'hui, quand certaines donc, de ces forces-là, de ces puissances étrangères ont été poussées hors donc, de l'espace, on entend parler moins d'attaques terroristes ou djihadistes. C'est pourquoi certains disaient à l'époque qu'en réalité, les parents donc, des terroristes, c'était plutôt donc, les puissances occidentales. Je ne sais pas si cela est prouvé, mais il y a des faits aujourd'hui qui peuvent nous conduire vers cette analyse-là. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que Eric dit qu'il n'a pas, donc il faut des moyens, mais ce sont quand même des États souverains. Ce sont quand même des États souverains qui se sont mis ensemble. C'est le même État souverain qui avait fait partie du G5 Sahel dont vous parlez tout à l'heure. Justement parce que certains leur avaient promis quand même qui mettront donc à leur disposition des financements et qui n'ont pas pu le faire. Et parmi ceux-là, il y avait aussi des traites. Il y avait aussi des traites. À un moment donné, le Niger, le Mali est le premier à quitter le G5 Sahel. Après, d'autres ont suivi. Maintenant, bon, ça n'existe plus. Ça n'existe presque plus. Ouais. Voyez-vous, donc aujourd'hui où ces trois États ont coalisé donc leur effort pour lutter contre le terrorisme, ça veut dire qu'ils ont mesuré donc la peur de la chose et ils savent où trouver les moyens. Encore que maintenant, ils ont diversifié leurs partenaires. Ils ont diversifié leurs partenaires. À l'époque avant, c'était la France. S'ils ont besoin de... Je crois qu'il y avait, même récemment, je vais revenir là-dessus, le chef d'État du Nigeria qui se plaignait du fait que quand ils font donc leurs commandes, il y a un pays qui refuse à ce qu'on puisse leur livrer des armes. Et c'est ce qui se faisait depuis. Quand le Mali était dans le pétrin, le Mali fait souvent des commandes d'armes, mais la France ou d'autres États, comme les États-Unis, qui refusent parce qu'ils disent que le pays est déstabilisé, de ne pas leur livrer ces armes-là. Mais aujourd'hui, quand ils sont tournés vers la Russie, ils ont tellement de moyens. La dernière fois, j'ai vu donc le Burkina Faso qui a fait exhibition donc de ce qu'ils ont pu. En ce qui concerne donc le matériel militaire, mais j'ai dit waouh! Voyez-vous, ils ont juste changé de partenaire et aujourd'hui ils ont tout. Avant donc la France a imposé un veto. Maintenant, ils ont quand même le matériel nécessaire pour combattre le terrorisme, le djihadisme, c'est selon. Donc si ces trois-là disent qu'ils vont coaliser leurs efforts, moi je crois qu'aujourd'hui ils ont mesuré l'ampleur. Il faut mettre donc la force sur place et après encore qu'ils ont le même ennemi. Le terrorisme c'est presque le même mode opératoire. Venir attaquer avec des moyens roulants, les motos, tout ça. Donc, le fait donc de connaître même l'ennemi, c'est vrai qu'on ne parle d'une guerre à asymétrie, mais le fait de connaître même maintenant l'ennemi, le mode opératoire de l'ennemi, le fait donc d'être souvent victime de ce mode opératoire, maintenant, je crois que ça fait plus de 5 ans qu'on parle donc du djihadisme. Maintenant, ils auront maintenant les réflexes. C'est vrai que c'est une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas entré, c'est pas une guerre conventionnelle, tout ça. Mais après 5 ans, ils sauront maintenant comment s'y prendre. Voyez-vous, la preuve, aujourd'hui, le Burkina a repris une bonne partie de son territoire. Ça veut dire qu'ils savent maintenant comment contrecarrer l'ennemi pour avancer. Donc, moi, je crois qu'ils sont dans une très bonne dynamique. Ils vont coaliser leurs efforts et puis vont vaincre l'ennemi. Et
avec aussi l'appui donc des partenaires, c'est-à-dire des nouveaux partenaires en termes donc militaires, je crois que ils y arriveront. Donc pour l'instant, ce n'est que les bases, les prémices qui sont en train donc de poser, et je suis sûr que dès que tout sera mis en place, ils trouveront donc les moyens nécessaires, le financement nécessaire, juste pour déployer donc leur politique. Donc pour l'instant, souhaitons donc le meilleur à ces trois États-là, qui démontrent, tel que je le dis, à suffisance ce que la CEDEAO devait faire et qui finalement n'a pas pu le faire. Alors, voilà. Il y a le problème de moyens qui se pose généralement, que Eric a soulevé tout à l'heure. Achraf, vous pensez, vous l'avez dit aussi, est-ce que avoir la volonté veut dire forcément qu'on aura les moyens pour pouvoir... Non, mais les moyens, c'est possible. Les moyens, c'est possible. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui le Niger, j'ai vu donc le dernier classement en ce qui concerne la croissance au niveau donc de la sous-région, le Niger est le premier, avec 11, quelque chose donc de croissance. Alors, lorsque vous voyez tout cela, donc ça veut dire que... Oui, Eric, non, lorsque vous voyez tout cela, ça veut dire que le lendemain, ça augure donc de lendemain meilleur pour ce pays-là. Voyez-vous, si on a déjà un pays qui est en crise, donc à faire donc ces performances-là, je crois qu'ils sont donc dans une bonne dynamique. Et j'ose croire que bientôt, ils auront donc les moyens nécessaires, financiers nécessaires, avec ces trois pays-là, et ne serait-ce pour vaincre donc le terrorisme, le djihadisme. Eric, tu as la parole. Oui, non, je voudrais juste corriger un peu ce que tu es en train de dire par rapport à la croissance. Oui. Oui, on a aujourd'hui en Afrique des croissances fortes dans presque tous les pays par rapport aux pays européens. Mais vous voyez le niveau de vie. Dans nos pays, non. Ça va venir avec le temps. Sylvestre, il faut... Tu es d'accord avec moi que le Niger est le premier. Sylvestre, il faut... Avec 11,2, je crois, oui. Mais dans le même temps, le taux de pauvreté est de 48%. Justement, ça va venir parce qu'il y a est de 48%. Alors, nous parlons d'une économie de guerre. Aujourd'hui, est-ce que ces pays-là ont les moyens d'aller à cette économie? Parce qu'il y a la gestion des sociétés de ces pays-là qu'il faut voir. Aujourd'hui, quand on dit l'extrême pauvreté qui a augmenté, qui a flambé par rapport à la situation là, il faut faire extrêmement attention. Je dis, on ne peut pas se dire que nous voulons aller combattre des gens comme ces terroristes-là, ces djihadistes-là, et ne pas penser tout de suite à comment financer cette guerre-là. Parce que c'est très important. On peut avoir... on ne peut pas... Ils ont annoncé la mise en place de la force. Oui, mais qui ne vont pas avoir les moyens. Mais attention. On ne peut pas penser... Encore que le Niger commencera bientôt à exploiter son pétrole. On ne peut pas penser... aller à une guerre sans penser comment la financer. Oui. Pour laquelle il faut dire que je dis, ils peuvent avoir n'importe quel plan. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde entier. Dans tous les foyers de guerre, vous voyez des pays qui, on vous dit, ont des moyens, mais quand il s'est agi de la guerre, mais ça nécessite encore plus de moyens. Ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire. Tu doutes que ces trois pays-là aient des financements nécessaires. Oui, je doute même de la pertinence même du projet, peut-être. Non, pas du tout. Parce que personnellement, je pense que vous pourrez avoir une bonne, penser une bonne idée, bonne stratégie. Pas encore de stratégie, parce que la stratégie devient encore autre chose, parce que tout de suite, vous savez, avant de ne perds pas le fil. Je ne perds pas le fil. Ce que tu as dit, je ne perds pas le fil. Mais je dis, avant de commencer par parler de stratégie, il faut d'abord penser déjà au renseignement. Il faut déjà penser,
la logistique. Il faut. Mais attends, mais pour les gens, je dis, non, ce dont je parle, c'est le financement de cette force-là. Donc tu doutes que les 3 pays aient le financement nécessaire. Oui, parce que vous savez, les pays là ont déjà des problèmes pour gérer leur population. Contribuer à la guerre, c'est encore autre chose pour ces pays. C'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour le faire. Il faut trouver les moyens nécessaires pour le faire. Je voudrais aussi dire un truc très important. Quand Sylvestre parlait, je voulais lui dire, Sylvestre, vous savez, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la CEDEAO, que la CEDEAO n'a pas participé à l'effort de guerre contre le djihadisme. Non, c'est un constat. Tout le monde l'a fait. Mais c'est faux. Mais c'est faux, oui. Mais quand le Mali était attaqué, est-ce que la CEDEAO il y a eu beaucoup de choses. Et je dis là encore, on dirait que la CEDEAO est à l'image de tous ces pays-là, ces États qui ne communiquent pas. Oui, ils ont fait quoi? Mais la CEDEAO a énormément contribué à la recherche de financement pour aider ces pays. Il y a un dossier qui a été sorti. Mais ils ont sorti tout récemment, dans leur dernière décision sur l'annonce de la sortie des pays de l'AES, ils sont revenus sur ce qu'ils ont pu faire quand même pour ces pays en matière de mobilisation. Ce qu'on leur reproche en réalité. Je pense que ce qu'ils disent, c'est que la CEDEAO n'a pas envoyé de troupes sur le terrain. Justement. Attention. Au même moment, la même CEDEAO veut maintenant mobiliser des troupes pour aller chasser les pouches. Non, oui, voilà, pour aller combattre un pays membre. Vous savez, c'est très facile. On va pas sortir du cadre de l'AES, on va pas mettre. Non, mais je crois que il faut qu'on arrête vraiment d'être pessimiste vis-à-vis de ces pays-là. Je crois que ces pays-là ont réussi quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui ont préempté le pire, qui nous ont même annoncé même l'apocalypse en disant que ces pays-là ne s'en sortiront pas, qui ne pourront même pas payer leurs fonctionnaires. Et que la population sera dans une sorte de précarité généralisée. Et qui vont chasser les pouches. C'était le plan. Et donc, je crois qu'ils ont réussi quand même quelque chose d'extraordinaire. Même si vous êtes optimiste qu'ils vont encore oui, effectivement, je suis quand même optimiste. Déjà, le projet il est quand même assez pertinent. Je l'ai dit ici que avoir une volonté manifeste n'est pas synonyme, disons, de la mobilisation des ressources de l'effort de guerre. Mais quoi qu'on dise, c'est-à-dire qu'ils sont quand même déterminés. La question aujourd'hui de la coordination, j'ai parlé de la culture militaire qui est quand même différente. Mais on voit très bien qu'ils veulent créer quelque chose d'uniforme, capable vraiment d'avoir des victoires éclatantes contre les djihadistes. Maintenant, pour un projet également de cette envergure, moi je peux comprendre que les États s'abstiennent également de communiquer assez. Sauf qu'on ne vient pas à une conférence de presse pour vous dire nous avons alloué 10 milliards d'efforts de guerre pour combattre les terroristes. Ça ne se dit pas. Voilà, c'est cela. Oui, je crois que ce sont des informations qui font l'objet d'une grande confidentialité. Voilà. On ne peut pas les révéler comme ça aux yeux du monde. Quoi qu'on le dise, ils ont quand même les moyens de leur politique. Ah, donc là, Ashraf est optimiste, ils auront les moyens. Ils ont les moyens de leur politique, et je crois que l'opérationnalisation de cette force-là, c'est pour bientôt. C'est ce qu'ils ont dit. Quoi qu'on le dise, aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'établir le bilan, mais quoi qu'on le dise, ces États-là ont réussi plus ou moins à stabiliser, là où leur pays. Échoué. Là où ont stabilisé leur pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir une culture défaitiste. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont toujours essayé de sous-traiter disons la sécurité de nos pays à un certain nombre de pays. Mais il y avait même, dans le cadre même du système de sécurité collective, il y a le système de sécurité collective régionale. Est-ce que l'ONU a réussi à mettre en place une sorte de sécurité collective régionale? Ça n'a jamais, cette force-là n'a jamais existé en Afrique de l'Ouest. Vous nous parlez des efforts qu'a fourni la CEDEAO. Ce qu'on voulait pour un phénomène de cette nature, qui s'appelle le terrorisme, c'est l'opérationnalisation d'une force sur le terrain. Voilà, c'est l'acte final. Mais une force. Une force. Mais ces pays-là ont suggéré avoir l'idée de créer une force.
Oui, à un moment donné, il faut prioriser les choses. Nous le savons très bien. Nous combattons tous les changements inconstitutionnels de pouvoir, mais on ne peut pas me dire qu'un changement inconstitutionnel de pouvoir est beaucoup plus important que le terrorisme. Je suis désolé. À un moment donné, il faut avoir les priorités. Pour moi, la priorité, c'est combattre le terrorisme. Le processus de démocratisation, elle est quand même extrêmement importante et nous allons continuer toujours à combattre les changements inconstitutionnels de pouvoir. Donc, je crois que ces pays-là ont les moyens de leur politique. Il faut être optimiste. L'opérationnalisation de cette force-là, c'est pour bientôt. Ce sont des États souverains. Ce sont des États souverains. Moi, je crois et j'ai l'intime conviction qu'ils ont déjà un budget bien défini, mais qui fait l'objet de confidentialité, qui ne peut pas être divulgué au grand public. Se poser des questions réelles sur l'opérationnalisation de cette force-là ne signifie pas qu'on est pessimiste. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne pensez pas que quand je pose des questions pour que l'on pense au financement, à la stratégie et autres, que je suis pessimiste. Non, j'ai dit, c'est une très bonne chose que l'on mette ensemble, qu'on se mette ensemble pour combattre le terrorisme et c'est ce qu'il faut. Mais encore que... Mais tu m'avais dit que tu doutais. Je doutais de quoi? Du financement. Je parle de financement. Je dis douter du financement, ça veut dire qu'on est pessimiste. Mais craint qu'on n'ait pas les moyens en fait pour le rendre effectif. Mais il faut, oui, il faut. Quels sont les éléments qui sous-tendent cela, ta crainte? Quels sont les éléments? Mais je pose des questions. Et c'est tout à fait logique. Oui, qu'on se pose des questions sur comment ça va se faire. Mais vous me dites que là, les gens ont fait une annonce. Et vous me dites que vous êtes déjà C'était pas juste une annonce, puisque sur le terrain, les trois sont retrouvés. C'était pas une annonce. Ils se sont retrouvés. Ils ont fait une annonce. Oui, ils ont fait une annonce et après ils se sont retrouvés. Pour échanger. Justement, voilà. Il y a quelque chose qui a déjà pris corps. Ce ne sont que les prémices. Ce ne sont que... Le test. Oui. L'AES annonce la création d'une force. Justement. Oui. Et ils disent que ce sera opérationnel très prochainement. Très prochainement. Oui. Et tu te quoi? Non, mais ça veut dire que pour vous, ils ont déjà les moyens, ils ont déjà la stratégie. Ça contraste avec un pays où ce ne sont que des politiques de grandes annonces. On annonce et puis après il n'y a rien. Eux, ils se sont au moins retrouvés. Quel pays? Non, je vais te donner le pays plus tard. Donc, ils se sont retrouvés, ils ont quoi? Donc, ils ont tenté le poulet, après ils ont annoncé. Et ils ont même dit que l'opération c'est pour bientôt. Maintenant, attends Eric, que peut-être après un ou 2 ans, s'il n'y a pas d'opération. Vous savez, nous sommes sur un terrain de guerre. Oui. Et ils n'ont pas abandonné le terrain de guerre. Le Niger est dans cette situation depuis seulement le mois d'août. Oui. Vous imaginez combien de temps les gens ont pris pour mutualiser leurs forces et aller combattre les djihadistes sur le terrain? Attention, il faut même sous la fièvre Bazoum, et à chaque fois il y a des réduire, je crois que c'est réduire même l'intelligence. Non, je pense qu'on va se comprendre. C'est réduire l'intelligence quand même. Je crois que Guillaume comprend le mieux je comprends la position de tout le monde. Vous êtes optimiste parce que si l'annonce est faite, ça suppose qu'il y a un travail préparatoire qui a été fait et qu'on a déjà le financement. Lui, sa crainte, c'est qu'on fasse l'annonce et qu'on se retrouve dans le même scénario qu'on avait vécu. Laissez-moi terminer. Non, c'est un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. Attendez d'abord. On a juste annoncé quelque chose. À la G5 Sahel où on a annoncé des choses. Des annonces dans un pays où ça ne se réalise pas. C'est ça crainte. S'il vous plaît, c'est ce qu'il a dit pour le journal. Puis on revient juste après pour la suite de cette émission.